nationaux du Congo, l'IMNC, nous invite aujourd'hui de découvrir les différentes collections d'art qui s'y trouvent. Mais avant ces découvertes, je vous invite de suivre d'abord ce portrait. Situé dans le parc présidentiel, l'Institut des musées nationaux du Congo existe il y a de cela 50 ans comme étant le dépositaire du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la RDC. Il gère les musées nationaux du Congo, tant à Kinshasa qu'en province. Il s'agit du musée national de Lubumbashi, du musée national de Kananga, du centre de Butembo, du musée national de Mbandaka en projection et du musée national des Boma en projection également. Ce qui attire, émerveille et séduit plus des publics et que ces sites présentent en soi un intérêt culturel, politique, historique et militaire. La localisation de cette institution au pied d'une montagne est état de saint. L'IMNC contient une salle d'exposition, les musées en plein air, l'amphithéâtre et le cimetière des pionniers. Et il a pour mission d'assurer la protection des œuvres d'art, des monuments, d'administrer les musées appartenant à l'État, d'inspecter en vue d'en établir l'inventaire et assurer la conservation matérielle des objets qui les composent. La découverte ici à l'Institut national des musées du Congo, l'IMNC, nous n'allons pas le faire toutes seules. Nous sommes accompagnés de M. Jean-Claude à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien M. Jean-Claude? Oui, nous allons bien. Ici à l'IMNC, vous êtes chargé de? Je suis le responsable du service éducatif. Ok. La découverte ici à l'IMNC, nous allons le faire comment? On va commencer par quoi? Non mais justement nous allons commencer parce que ce sont des choses pour lesquelles on doit faire rapidement. Nous commençons par la salle d'exposition. Et après la salle d'exposition, il y aura... Après la salle d'exposition, nous allons sortir dehors pour vous parler des monuments coloniaux. Après les monuments? Après les monuments coloniaux, nous allons foncer vers le théâtre de verdure. Nous arrivons également au cimetière des pionniers et à la fin, nous allons vous présenter ce fameux fleuve qui est la colonne vertébrale de la République démocratique du Congo. C'est très intéressant la découverte d'aujourd'hui. On va commencer par la salle d'exposition, c'est ça? Oui. Okay. Là, je vous invite à nous rejoindre dans la salle d'exposition. Je vous invite à nous expliquer ce qu'on voit à l'entrée de la salle. Tel que vous voyez, la salle est appelée Salle Joseph Aurélien Cornet. C'est un sujet belge qui a dirigé pour la toute première fois cette institution ici. Comprenez qu'à l'époque, quand le feu maréchal a eu l'initiative de pouvoir créer le musée, il a été en contact avec ceux-là qui nous avaient colonisés. C'est à partir de là qu'on lui avait confié un certain dirigeant de Tervuren, c'est-à-dire celui-là était le directeur général au niveau de Tervuren et au même moment, il dirigeait ces musées que nous avons. Mais ce n'était pas Joseph Cornet, c'était M. Joseph Cayen. Et après un petit moment, c'est alors qu'on avait confié la charge à un autre sujet belge qui est Joseph Aurélien Cornet, qui a fait beaucoup de temps ici et c'est pratiquement lui qui a été le tout premier à pouvoir diriger cette institution que nous appelons Institut des musées nationaux du Congo. C'est la raison pour laquelle l'Institut porte son nom. L'Institut ne porte pas son nom. Non, la salle qui porte son nom. Tout à fait, c'est la salle, pour ne pas l'oublier, paix à son âme, il est déjà décédé. Ce qui a fait qu'on ne puisse pas l'oublier, raison pour laquelle on a nommé cette salle, salle Joseph Aurélien Cornet. On peut déjà entrer à l'intérieur alors? Oui, mais de prime abord, je vous fais savoir que
Au musée, on n'expose pas de n'importe quelle manière, il faudrait d'abord qu'il y ait un thème. Les thèmes que nous allons découvrir à l'intérieur, c'est les collections nationales de l'Institut des musées nationaux du Congo, trésors méconnus. Et avec ces thèmes, il y a plusieurs sous-thèmes que nous appelons des cartels que vous allez découvrir à l'intérieur. Merci beaucoup. On peut déjà aller? D'accord. Là, nous sommes déjà arrivés à l'intérieur de la salle Joseph. Alors, Monsieur Jean-Claude, on peut s'orienter par quelle œuvre d'art? Parce que je vois, il y en a tellement plein ici. Oui, effectivement, tel que vous le constatez, nous commençons par l'archéologie. Là? Parce qu'il s'agit de l'archéologie, il est question qu'on puisse faire allusion aux fouilles. Et c'est la raison qui fait que ces pierres que vous voyez, à partir d'ici, jusqu'ici, ça constitue ce que nous appelons l'âge de la pierre. L'âge de la pierre, nous avons le paléolithique inférieur, paléolithique moyen et paléolithique supérieur. À partir d'ici, au départ, ce sont les galets aménagés, c'est-à-dire une pierre brute, sans forme. Mais à un moment donné, l'homme a eu un certain développement de son cerveau, ce qui a fait que quand il voyait des animaux dans la forêt, dans la brousse, il les attrapait de sa manière. Mais maintenant, il se posait la question: de quelle façon nous serons en mesure de disséquer cet animal que nous venons d'attraper? C'est comme ça qu'il a trouvé l'initiative de mettre la pierre en partie. Et cette partie ici qui concerne ces pierres sont appelées des pierres taillées. Avec ça, il utilisait ça comme étant des couteaux. Toujours parce qu'il s'agit des animaux qu'on trouvait dans la brousse ou dans la forêt, il s'est dit, mais la chasse aussi pouvait se faire. Et alors, ces petites pierres que vous voyez sont appelées des microlithes. Avec ça, l'homme était capable de les utiliser comme étant flèches, tantôt pour faire la chasse. Et fini avec cette période ici de l'âge de la pierre, nous montons, nous continuons, nous sommes maintenant à l'âge du fer. Tout au départ, nous devons retenir que, à un moment donné, l'homme a fait la découverte du fer. Et pendant qu'il a fait la découverte du fer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le fer, il a introduit dans ce que nous appelons forge traditionnelle, et ce fer-là, en contact avec le feu, le fer s'est fondu, et à partir de là, l'homme a pu obtenir les instruments qui lui ont permis de faire l'agriculture, la chasse et la pêche. Et parmi ces instruments, nous avons la houe, la machette, le couteau, la hache, etc. Il y en a plusieurs. Et à partir de là, l'homme commençait maintenant à mettre en exercice ses activités. Ici, nous avons la présence des criches telles que vous les voyez. C'est pratiquement de l'argile que l'homme a pu obtenir pour le transformer. C'est juste pour la conservation de liquide, tel que vous voyez. Et là-bas, nous avons une lance qui pouvait être utilisée soit pour la chasse ou pour autre chose. Parce qu'avec la lance aussi, on pouvait l'utiliser en forme de monnaie totale. Parce que nous traversons cette période ici, telle que vous constatez dans cette vitrine ici, vous avez des canettes, vous avez, comment nous pouvons les appeler, des herbes et autres. C'est juste pour vous dire que nous sommes obligés de bien conserver la nature où nous vivons. Tant que nous n'arrivons pas à bien conserver cette nature, nous allons d'office arriver ou à devenir
un pays désertique tel que vous voyez ici avec l'Afrique. Au nord, c'est pratiquement le désert du Sahara et au sud, c'est le désert des Kalahari. Donc, je voudrais dire par ici que lorsque nous ne prenons pas soin de tous ces éléments dont je vous ai parlé là-bas, canettes et autres déchets, quand cela s'enfonce dans la terre, c'est d'office le désert qui va se créer. C'est ainsi que nous sommes obligés de bien respecter cette forêt que nous avons, qui est la forêt équatoriale dans notre pays. C'est pratiquement un poumon. Sinon, nous aurons des difficultés énormes. En tout cas, c'est très important. Très, très important, la conservation de la nature. Après, on va aller... où c'est? Nous allons maintenant démarrer ce que nous appelons l'art du pouvoir. Mais vous retiendrez ceci, lorsque l'homme est arrivé en famille, alors ils se sont dit, mais que devons-nous faire? Parce que nous sommes 5, 7, 10 dans le village. Dans le village, il faudrait qu'il y ait une certaine organisation. Ils se sont organisés, il faudrait l'existence de celui qu'on appelle dirigeant et qu'il y ait également des dirigés. Ce qui a fait que ces dirigeants-là, à un moment donné, doivent être différents des autres. C'est la raison qui fait que nous puissions vous présenter ces cartels ici, un autre sous-thème qui parle de l'art du pouvoir. Que veut dire l'art du pouvoir? Ok. Parce que vous êtes dirigeant. Vous êtes dirigeant, je venais de dire qu'à un moment donné, vous devez être différent de ceux-là que vous dirigez. Étant dirigeant, vous avez ces agrégats que vous devez nécessairement utiliser. Ici, je vous donne l'exemple de cet escabeau que vous voyez. Vous constatez que c'est une chaise. Mais c'est une chaise qui est couverte de la peau de bête appelée léopard. Chez nous, en République démocratique du Congo, le léopard, c'est une bête totémique. Alors, ce n'est pas n'importe qui peut s'asseoir sur une chaise où cela est couvert d'une peau de léopard. C'est seulement le chef. Quand vous êtes chef et que le chef trouve important, nécessaire, qu'on utilise cette peau de bête appelée léopard, on le couvre pour faire la différence des autres chaises où cela n'est pas couvert de la peau de léopard. Vous marquez que c'est le pouvoir. Tout à fait. Ça constitue le pouvoir. Il y en a plusieurs autres tels que vous les constatez. Ici, nous avons ce que nous appelons couvre-chef. C'est un chapeau que n'importe qui ne pouvait pas porter. Seulement le chef traditionnel qui est habilité à porter ce que nous appelons en termes techniques couvre-chef. C'est un chapeau. Mais chez nous, en termes techniques, nous l'appelons couvre-chef. Alors, tel que vous voyez les étapes qui sont là, c'est pratiquement un couvre-chef qui est Ekonda. Mais également, les amis Sengele l'utilisent parce qu'ils sont presque environnants. Alors, quand vous constatez ça, cela prouve tout simplement que ça donne combien d'étages? Ce sont les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes le 5e chef de pouvoir diriger cette tribu-là. Voilà. Donc cela me pousse à demander, vous avez des œuvres d'art par rapport à chaque tribu de la RDC aussi ici? Tout à fait. Nous avons des œuvres d'art énormes au musée. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Et alors, ces œuvres d'art-là présentent des explications selon les ethnies. On ne le présente pas d'une manière accumulée, mais c'est selon les ethnies qu'on le présente. Alors, quand nous quittons l'art du pouvoir, nous allons droit à cette vitrine ici où l'on parle de métier créateur de beauté. En ce qui concerne le métier créateur de beauté, vous savez que à un moment donné, l'homme qui vivait à l'époque était pratiquement nu. Mais l'homme s'est dit, mais nous avons plusieurs objets
que nous avons, et avec ces objets, nous avons cette facilité-là de pouvoir les utiliser. C'est ainsi que les Mbuti, plus précisément les Pygmées, ont monté ces tissus que vous voyez là-bas. Et vous voyez même les motifs qui ont été décorés sur ces tissus-là, c'est purement exceptionnel. C'est pour vous dire que à l'époque aussi, on avait des génies. C'est un tissu qui a été fabriqué sur base d'écorces d'arbres battus. Ce sont les écorces d'arbres battus. Et tout à l'heure, quand on parlait du contact entre le fer et le feu, ici je vous présente ce que nous appelons souffleur. Oui, c'est juste à la place ici, hein, dans les deux places, ce sont les peaux des bêtes qu'on couvre là-bas, c'est juste pour activer le feu. On doit chercher deux brindilles ou soit deux tiges de manière à ce qu'on puisse le mettre en action et alors le feu entre et pas le feu qui entre mais l'air entre. L'air entre et à partir de là, on a la facilité d'activer ce feu pour que le fer puisse être fondu. Et là, c'est pratiquement l'Itex Africa, tel que vous le constatez. À base de ça, l'homme arrivait à monter des vêtements. Mais là, c'est les tissus fabriqués sur base d'écorces d'arbres battus. Mais ici, ce n'est pas l'écorce d'arbres battus, mais j'espère que vous pouvez imaginer c'est quelle forme de tissu. Comme le pagne, on fait avec le pagne peut-être? Oui, avec ça, on monte des pagnes et facilement, quand on monte des pagnes, les personnes ont la facilité maintenant de pouvoir les porter. Là, on peut aller voir de l'autre côté. Je vois des cartes. Avant d'atteindre ce dont je vous présente là-bas, nous avons deux cartes devant nous, mais la toute première carte concerne la carte linguistique. Et retenez que la République démocratique du Congo, c'est un pays très très grand. C'est parmi les plus grands pays du continent d'Afrique. Et alors, avec sa superficie, comprenez que nous avons 4 langues qui sont nationales. Et basant sur les 4 langues parlées, c'est plein maintenant. Toutes les 4 langues parlées ont constitué le genre de chefs qu'on a eu aussi en République démocratique du Congo. Maintenant, nous ne savons pas, est-ce qu'on va revenir après celui dont ses origines, où celui-là parlait, ou parle Chiluba, on ne sait pas si on va revenir avec quelqu'un qui parle Kikongo. Là, ce sont les initiatives du Seigneur qui est le Créateur. Voilà, on peut aller pour voir une autre carte. La carte ici, la seconde, c'est une carte stylistique. C'est-à-dire, ici, on vous présente une carte dont on vous présente des ethnies. Et bref, nous disons ici que ces œuvres d'art que vous voyez représentent les objets d'art clés qu'on pouvait utiliser dans ces ethnies-là. Voilà. Qui était Kabila, Kabila le père. Lui parlait la langue swahili, un katangais. Alors il a fait autant d'années. C'est un masque du Congo central, plus précisément chez les Woyo. Ça représente quoi? Oui, mais tel que vous voyez, d'abord, vous devez retenir que tout masque est messager. Il suffit de voir un masque, comprenez déjà que ça vous donne un message donné. Et il y a plusieurs types de masques. Il y a des masques de circoncision, il y a des masques d'intronisation, il y a des masques de danse, il y a des masques de guérison, etc. Donc, tout dépend du masque qu'on sort dans le village,
qui pourra faire son activité ou être mis en pratique. Ça, par exemple, c'est un masque qui était souvent utilisé pour l'intronisation. Lorsqu'on cherche à introniser le chef qui prend poste, qui prend place nouvellement, alors cela devait déjà être mis en exercice. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est chez les Woyo. Ok, chez les Woyo qu'on utilise ce genre de masques. Tout à fait. Okay. Différent de ces personnes-là non mariées. Parce que quand vous commencerez à poser des actes, en tout cas hommage à un sculpteur de la mémoire, retenez que cette œuvre que vous voyez qui est devant vous, bien que ça traîne dans la... Génial, c'est pratiquement l'ancêtre appelé Lusingiti. Voici ce que nous pouvons vous dire facilement de cette œuvre ici. Il y a eu ce que nous appelons la migration. Et lors de la migration, l'ancêtre était entouré de sa population pour une autre région. Admettons qu'il pouvait quitter l'Égypte pour la République démocratique du Congo. En venant, lui étant prudent, il ne voulait pas que sa population puisse trimer de faim. Alors, pendant qu'il s'est déplacé, il était toujours accompagné de ce que nous appelons des grains. Ça pouvait être de maïs, ça pouvait être des arachides, ça pouvait être des haricots, etc. Alors, il les cachait, il les portait vers la partie de l'Oxpi que vous voyez là-bas, qui constitue un chapeau. Cette partie-là de l'Oxpi constitue un chapeau, et c'est à partir de là où il a mené ces grains-là. C'est juste pour éviter qu'il y ait une carence de la nourriture, ou pour que les semences puissent se faire de manière à ce que la faim ne puisse pas les trahir. Okay, donc ça, c'est lutter contre la faim, c'est ça? Tout à fait. Il s'agit de la dimension féminine. Heureusement que vous êtes femme. Nous ne sommes pas ça m'intéresse là. Tout à fait. Nous ne sommes pas là pour vous élever, mais nous voulons plus précisément vous parler de cette dimension. Chez nous, ici au musée, tel que vous voyez, ça c'est un masque décaissé. Le décaissé, c'est pratiquement dans le Kasaï. Alors, nous avons un collier différent de ces personnes-là non mariées. Parce que quand vous commencerez à poser des actes, en tout cas, vous êtes habile à faire. Maintenant ici, parce que vous êtes jeune, marié, vous n'avez pas droit à la parole devant le public. La femme est prise en mariage, mais cette femme n'a pas droit de pouvoir parler publiquement. Raison, il y a existence de ce que nous appelons progéniture. Nous appelons ça Ntadi, une pierre funéraire. Mais ici, ça ne représente pas l'image de la pierre funéraire, mais nous vous présentons la progéniture. Là, la femme est mariée. L'objectif d'être prise en mariage, c'est la procréation. Alors ici, on nous présente maréchal, c'est le maréchal Mobutu qui utilisait ces deux chaises dans différentes circonstances. Vous savez, le maréchal, c'est quelqu'un de haut niveau, président de la République. Pendant qu'il nommait des gens au poste, il vous accorde le pouvoir. Et parce qu'il vous accorde le pouvoir, tout à l'heure ici, nous venons de dire que la peau de la bête du léopard constituait un véritable pouvoir chez lui et chez nous ici en République démocratique du Congo. Bête. Nous voici déjà arrivés au cimetière des pionniers. Monsieur Jean-Claude, quels souvenirs pouvons retenir de pionniers? Voilà. D'abord, nous disons que les pionniers, ce sont les premiers qui sont arrivés chez nous ici, et compte tenu de nombre d'années qu'ils ont effectuées. Mais entre-temps, nous disons que ces gens qui ont été enterrés ici, ce sont ceux-là
qui était dans la ceinture de monsieur, celui que je vous ai présenté au départ, qui est Stanley. Quand Stanley est arrivé ici, il n'était pas seul. Il était entouré de plusieurs gens ou de plusieurs personnes et de différentes nationalités. Il y a eu des Belges, il y a eu des Italiens, il y a eu des Britanniques, il y a eu des Suédois, il y a eu des Norvégiens, etc. Ils étaient nombreux. Alors, pendant qu'ils étaient dans sa ceinture, et quand ils sont arrivés ici, comprenez l'Europe par rapport à l'Afrique. En Afrique, ils sont venus rencontrer des maladies tropicales. Et avec ces maladies tropicales, ils étaient piqués par des mouches tchétchés, ils étaient piqués par des moustiques, ils étaient piqués par différents insectes. Ce sont ces éléments qui ont fait que ces gens puissent arriver à tomber malades. Et quand ils commencent à tomber malades, d'office, par manque de véritables, de bons soins, ils ont trouvé la mort. Et c'est comme ça qu'ils ont jugé important de pouvoir les enterrer à cette place. Et on a dédié, on a nommé à cette place le terme de cimetière des pionniers. Voilà, avant de clôturer notre découverte pour aujourd'hui ici à l'IMNC, je vous propose de suivre cet entretien avec le directeur général de l'IMNC, M. Bakwaloufou Paul. Après, on va chuter. L'Institut des musées nationaux n'est pas un musée. Et c'est l'Institut, la direction générale, qui gère tous les musées qui existaient ou qui existeront après, c'est-à-dire qui seront créés dans notre pays, en République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à part les musées qui existaient lors de la création de l'Institut des musées nationaux en 1970, nous avons créé d'autres musées. Il y a le musée national de Boma dans le Congo central, même si c'est un musée embryonnaire. Il y a le musée de Bukavu, le musée national de Goma et le musée national de Butembo. Donc 3 musées dans le Grand Kivu. Et il y a le musée national de Kikwit. Donc nous avons créé d'autres, nous avons ajouté d'autres musées et nous avons l'ambition d'en ajouter d'autres dans la mesure du possible. Oui, la population avait accès, mais ce n'est un secret pour personne, il faudra le dire à l'intention, que le site ici de Mongaliem, pour le moment, est fermé au public. C'est-à-dire cela à cause des raisons de sécurité, puisque le président de la République va habiter le site de Mongaliem ici. C'est ainsi que le site n'est plus accessible à des grands groupes, de grandes foules, mais il y a quand même des gens qui peuvent venir, bon, en tant que particuliers, qui sont identifiés en quelque sorte, qui peuvent être identifiés, qui peuvent accéder. Je vous en prie, maman. C'est par cet entretien avec le directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo que nous clôturons notre enquête pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Je fais un gros coucou à Évariste Mbayo qui nous suit à l'instant. Et merci à Exaucé Koukola qui était derrière la caméra. Merci à l'équipe technique. On se retrouve à la prochaine enquête et bonne suite au programme sur Magic Télévision. Au revoir.